Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Le Mystère Miaou. Aujourd'hui, il s'agit d'un épisode hors série dans lequel je reçois un invité, un professionnel du monde du pet-sitting. Cet invité va nous éclairer pour mieux comprendre les métiers en rapport avec les animaux de compagnie ou encore leur écosystème. Je suis Cyril Bauchet, comportementaliste félin et cat-sitter dans la vallée sud des Hauts-de-Seine, et j'ai donc le plaisir de vous offrir cette conversation avec Sandy Decorsia, qui est directrice de la filiale France d'EduChatter et intervenante en comportement félin. Bonjour Sandy. Bonjour Cyril. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler d'EduChatter et ton rôle ? C'est quoi ? Ça vient d'où ? Comment c'est né ? Je veux tout savoir. Alors, EduChatter, c'est canadien à la base, ça a été créé au Québec il y a maintenant 18 ans par Daniel Fillon. Donc il a créé ça en voyant qu'à l'époque, au Canada, il y avait très peu de ressources sur les problématiques de comportement des chats. Et beaucoup de gens autour de lui se demandaient comment ça se fait que son Maine Coon était si parfait, si bien éduqué, etc. et que Daniel le comprenait aussi bien. Et lui, c'était un néophyte, il avait lu énormément de livres, il a suivi des formations et il s'est dit mais comment moi je peux accéder à autant de ressources et que les gens en fait n'aient pas accès à ces ressources, à cette science, etc. Et donc il a décidé de créer EduChatter qui est au final une équipe d'intervenants en comportement félin. Et nous, notre rôle, notre mission, c'est vraiment de sensibiliser le grand public et les professionnels en vulgarisant en fait l'information scientifique, en la rendant facilement accessible, à jour, etc. Tout simplement. Et c'est quoi ton parcours Sandy avant de devenir justement la patronne d'EduChatter en France ? Alors mon parcours avant de devenir EduChatter, disons que moi j'ai commencé tout de suite dans les animaux, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'ai suivi une formation d'assistante vétérinaire. Donc j'ai un diplôme d'assistante secrétaire vétérinaire qui est maintenant bien âgée, nous ne dirons pas mon âge. Donc voilà, le côté animal m'a toujours plu si tu veux. Et puis un petit peu comme tout le monde dans la vie, j'avais 18 ans, j'ai pas trouvé de travail tout de suite dans le domaine. Donc j'ai fait un petit peu tous les métiers du monde, j'ai touché à tout, j'ai changé de voie, je suis partie dans le service client, j'ai été également dans l'aide aux personnes, j'ai été dans l'informatique, enfin bref, j'ai vraiment fait des tas et des tas de choses. Et puis en 2012, j'ai décidé de quitter la France parce que j'avais un ras-le-bol de ma vie quotidienne. Je m'ennuyais, je tournais en rond et donc je me suis dit tiens, pourquoi pas aller, à la base je voulais aller en Australie. Et au final, à croire que je ne sais pas lire un globe terrestre correctement. Mais il se trouve que j'ai eu l'occasion de partir au Canada. Mon conjoint de l'époque avait un contrat à Montréal et donc j'ai décidé de partir avec lui. Et j'ai demandé d'avoir un visa étudiant pour pouvoir reprendre mes études à l'université. Donc j'ai repris mes études à l'université de Montréal. J'ai peiné, je t'avoue, parce que mon cerveau était en pause depuis 10 ans à peu près et au final, c'était assez compliqué de se remettre dans les études quand ça fait des années que tu as quitté les bancs de l'école. Mais quelque part, ça m'a vraiment fait du bien et je me suis sentie revivre. De à nouveau pouvoir apprendre des choses, à nouveau pouvoir comprendre le milieu animal, etc. Ça a vraiment été une révélation. Donc j'ai suivi un parcours en physiologie animale et puis après je me suis spécialisée en prenant les cours universitaires de comportement animal et d'éthologie. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à me dire tiens, c'est intéressant, ça me plaît bien un petit peu ce métier. Et il faut savoir qu'à la base, j'ai écrit à un éducateur canin, à Jean Lessard, qui est un éducateur canin comportementaliste qui est très connu au Québec. Et je lui ai écrit un très long mail, un très long pavé. Et au final, Jean, il a dû lire entre les lignes que j'étais un peu plus chat que chien. Et il m'a dit « Toi, je te verrai plus en chat, écris donc à EduChatter ». Et donc, j'ai écouté son conseil, j'ai écrit à EduChatter un énorme mail. EduChatter m'a répondu très gentiment « T'es mignonne, on en a plein des gens comme toi, viens à nos conférences et on verra plus tard ».
Et donc j'ai assisté à ma toute première conférence début 2013. Je me rappelle, c'était en plein hiver. J'ai pris le bus pendant 1 heure et ensuite j'ai marché pendant une demi-heure jusqu'à la salle de Laval au Québec pour accéder à cette conférence. Et puis j'ai assisté à cette conférence qui était la conférence de niveau 1 à l'époque, Chacadémie 1. Et j'ai découvert Daniel Fillon qui parlait, je me rappelle, principalement des problèmes de litière. Et il faut savoir que moi, avant de quitter le Canada, j'avais une chatte que j'ai laissée ensuite à mes parents pour ne pas lui imposer le déménagement. Et cette chatte, elle avait des problèmes de pipi hors litière pendant des années, pendant à peu près 4-5 ans. J'ai vu un vétérinaire, on a testé le médical, on a testé des médications également pour tout ce qui est anxiété. Et évidemment, ça a marché à moitié, ça n'a jamais marché à 100%. Et je t'avoue que quand j'ai su tout ce que j'aurais pu mettre en place et que je ne savais pas, moi j'avais pas ces informations-là à l'époque. Et en fait, ça a été une révélation. Je me suis dit, mais mon Dieu, si j'avais su tout ça, j'aurais peut-être changé la vie de ma petite Vicky. Et donc, je vais être très honnête avec toi, moi j'en ai pleuré la première fois que j'ai assisté à une conférence éducateur parce que c'était vraiment une révélation, c'était quelque chose de fort qui m'a vraiment touchée en plein cœur et je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Moi je veux aider les gens qui ont eu mon problème. Et donc j'ai harcelé l'équipe d'Éduchateurs Québec, mais vraiment, mais harcelé, hein. Toi-même tu sais, hein, des bons Français qu'on est, on est capable de harcèlement. Et donc, je les ai harcelés pour rentrer dans l'équipe. Il se trouve qu'ils n'ont pas eu le choix, ils m'ont pris à l'essai. Hein, et puis, voyant la motivation que j'avais, voyant le fait que j'ai suivi extrêmement rapidement la formation, j'ai lu tous les livres qu'on m'a dit de lire en un temps record. J'étais vraiment dans mon milieu, dans mon monde. Et bien, au bout de moins d'1 an de formation, Daniel s'est dit que oui, c'était peut-être pas une mauvaise recrue qu'il avait là, et je lui ai dit que moi, mon but, c'était pas seulement de rentrer chez Éduchateurs Québec, mon but était vraiment de les amener en France. Au début, il m'a pas cru, et puis la force des choses fait qu'il m'a cru quand il a vu de quoi j'étais capable, et donc nous voilà. En 2015, retour en France, et puis c'était mi-2015, été 2015 quand je suis revenue, le temps d'ouvrir une société étrangère qui fait du comportement de chat, etc. Bref, toi-même tu sais, en France, c'est compliqué, les administrations. Donc j'ai mis un petit peu de temps à ouvrir Éduchateurs France, donc ça s'est ouvert officiellement en 2016, et donc depuis 2016, nous avons la filiale française Éduchateurs France, même européenne, puisqu'on a des gens au-delà de la France, aujourd'hui, qui sont dans notre équipe, et donc je suis la directrice France, je suis toujours comportementaliste félin, ça n'empêche pas l'un avec l'autre, je donne toujours des formations, je donne toujours des médias, etc., mais j'ai aussi la casquette administrative et principale qui me permet de faire tourner, et je suis fière aujourd'hui d'avoir une équipe de 8 personnes en France. Ce sont des gens exceptionnels qui sont extrêmement doués et extrêmement bienveillants, et je suis très 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 fière de les avoir un petit peu sous mon aile, et sans eux, de toute façon, Éduchateurs France ne pourrait pas exister parce que seule, je n'y arriverai pas. Donc je profite de ce petit mot pour leur dire un grand merci. Eh bien, quel parcours sans dire, en tout cas, comme quoi, tu vois, le hasard fait vraiment bien les choses. Alors, je voulais aussi savoir quels sont un peu les types de formations, justement, ou ateliers que tu proposes pour les professionnels du cat-sitting chez Éduchateurs. Alors les formations qu'on a chez Éduchateurs, écoute, elles sont très nombreuses. On a un peu de tout, que ce soit pour les professionnels ou pour le grand particulier, le propriétaire de chat. Pour les professionnels du cat-sitting précisément, écoute, ça va dépendre vraiment des besoins du professionnel. Parce que quand on est cat-sitter, en fait, je pense qu'on a une multitude de casquettes, puisqu'on a la responsabilité du chat, qui nous est confiée par le propriétaire. Donc il y a plein de petites conférences et de formations qui peuvent au final convenir. D'abord, il y a toutes les petites conférences, tu sais, les conférences sur des sujets vraiment classiques d'éthologie féline, comme le comportement global du chat, les petites bêtises et leurs raisons, comment faire pour qu'il apprécie la litière, qu'est-ce qu'il aime comme type de jeu,
comment faire pour qu'ils s'entendent, etc., etc. Donc toutes ces conférences-là, je pense qu'elles ont vraiment un intérêt parce qu'elles peuvent te servir en tant que professionnel de la garde de chat à domicile, je pense. Et puis après, on a beaucoup de cat-sitters qui ensuite se rajoutent une casquette un petit peu et qui vont plus loin dans le monde du chat et qui aimeraient un petit peu aider les propriétaires justement en comportement. Donc dans ces cas-là, eh bien ça peut être autant la formation pour devenir comportementaliste félin, ça peut également être la formation plus liée au bien-être et au conseil bien-être félin, qui est beaucoup plus ciblée justement sur les cat-sitters qui ne veulent pas devenir spécifiquement comportementaliste félin. Et puis ensuite, nous avons toutes celles qui peuvent soit s'intéresser à la psychologie du client, soit celles qui vont aller un petit peu plus loin dans le chat de refuge, etc. Donc ça va dépendre, voilà, de la casquette que vous désirez vous mettre en plus sur la tête. Mais quoi qu'il en soit, elles sont toutes intéressantes quand on aime les chats. Alors tu parlais des formations comportementalistes félins, alors justement en tant qu'intervenant en comportement félin, quels sont un peu les défis les plus fréquents auxquels toi ou ton équipe êtes confrontés ? Eh bien, les défis les plus fréquents, alors ça va peut-être pas te surprendre, parce que tu as un petit peu l'habitude toi aussi, mais tout ce qui est problématique de litière, ça c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre très 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 souvent. Alors il faut savoir que la petite particularité de mon équipe, c'est que on a un petit peu moins de problématiques de litière depuis quelques années parce que au final, souvent les problématiques de litière, elles sont pas si complexes à résoudre et elles apparaissent plutôt logiques, soit une problématique médicale, soit une problématique vraiment environnementale. Et de notre côté, éducateur, on a tendance, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, à récupérer des cas un petit peu plus complexes. Et dans les cas les plus complexes, ça va souvent être des chats qui s'attaquent entre eux assez violemment ou qui attaquent un humain assez violemment également. Donc c'est vraiment des choses que nous on rencontre fréquemment et les gens sont un petit peu démunis face à ça. Donc c'est des problématiques un petit peu plus, je dirais, d'un niveau un petit peu plus difficile. C'est souvent des gens qui ont déjà essayé de régler le problème par eux-mêmes et qui ne partent pas de zéro en connaissance. Donc ça, c'est vraiment voilà, les choses les plus fréquentes. Alors justement, j'avais envie de te demander ça aussi, pourquoi, ou plutôt comment, ou les deux d'ailleurs, la connaissance du comportement des chats, elle est cruciale pour un comportementaliste félin. Alors c'est une très bonne question. Alors je pense que la connaissance du comportement du chat, elle est... c'est une évidence si tu veux devenir comportementaliste félin. Tu peux pas devenir et te dire comportementaliste félin si tu ne sais pas lire et comprendre le comportement de l'animal que tu as en face. C'est-à-dire qu'un chat, il faut savoir que lorsqu'il fait un comportement que nous, humains, nous jugeons comme étant potentiellement une bêtise, et en fait c'est de la communication. Et si tu sais pas traduire cette communication, tu peux pas comprendre ce qu'il veut te dire et donc comprendre la solution à mettre en place. Donc c'est extrêmement logique qu'on soit paré à lire le chat, et quand je dis lire, je veux bien sûr parler de son langage corporel, mais également de tous ses comportements, ses actions, etc. Et ce qu'il essaye de communiquer, soit via des messages vraiment externes, soit via des messages un petit peu plus faciles à comprendre qui nous concernent, où il vient nous chercher un petit peu et nous demander de l'aide. Oui, tu as raison et c'est toujours mieux en le disant, effectivement. Alors la formation continue pour les professionnels qui travaillent avec les chats, pour toi, c'est quoi ? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, et pourquoi ? Alors, moi personnellement, c'est plus qu'à la folie. Je t'avoue que la formation continue, c'est quelque chose que j'adore. Alors, pourquoi ? C'est une bonne question, Je saurais pas te dire si c'est par manque de confiance un petit peu et que de ce fait, je me forme constamment parce que j'ai l'impression que je serai jamais assez douée, jamais assez experte et que j'en aurai toujours à apprendre. Ou est-ce qu'au contraire, c'est, comme le disent certains experts, c'est justement une forme d'expertise, de savoir qu'on ne saura jamais tout. Et donc de continuer à se former. Après, l'éthologie féline, la science du comportement et tout ce qui concerne l'animal, de toute façon, sera toujours en constante évolution. Donc ce serait, je pense, être très ambitieux et un poil orgueilleux de penser qu'on sait tout et qu'on n'a plus rien à apprendre. Le seul qui sait tout ici, je pense que c'est le chat.
en l'occurrence. Et encore, peut-être que lui-même n'a peut-être pas tous les outils, puisque ça dépend le milieu dans lequel il vit, ça dépend s'il provient d'un élevage, de la rue, etc. Ça dépend de sa vie, de son expérience. Donc, je pense qu'on a toujours à apprendre et que c'est bien, des fois, de se remettre à jour. Peut-être pas constamment, hein. Moi je suis un petit peu une folle, hein. Je te le dis, je me forme, je pense que je fais entre 3 et 4 formations minimum par an dans divers domaines qui ne touchent pas forcément que le chat. C'est important ça de le comprendre, c'est que des formations sur le chat, il n'y en a pas 36 000, je vous le dis, hein. On va pas réinventer la roue à chaque fois, mais des congrès, des lectures, des conférences, des formations, etc. Ça, il y en a beaucoup. Et puis, ça peut être sur le chien, ça peut être sur d'autres types d'animaux, ça peut être sur l'humain, ça peut être sur une façon d'enseigner, etc. Voilà, je pense qu'il y a plein de domaines qui sont très intéressants. Alors, je pense que l'ensemble des auditeurs et des auditrices seront d'accord avec toi, hein. Je pense que voilà, la formation continue, c'est vraiment super important. Les lectures aussi dont tu faisais référence. Alors, est-ce qu'il y a un mythe ou une idée reçue sur le comportement des chats qui te fait bondir ou qui t'agace vraiment? Et puis pourquoi? Toi, tu veux me faire râler, hein, tu veux me faire râler. Alors, un mythe ou une idée reçue, oui. Oui, il y en a un sur lequel, je suis un petit peu vindicative, j'avoue. C'est celui du syndrome du tigre. Cette espèce de, excuse-moi du terme, connerie qu'on a en France de caler le syndrome du tigre. On veut absolument caler des terminologies médicales, des pathologies, des syndromes, en veux-tu, en voilà. Et en fait, ça me dérange. Pourquoi ça me dérange? Parce qu'en fait, derrière syndrome se cache l'idée potentielle que on peut rien faire parce que il est comme ça, c'est un syndrome. Déjà un syndrome, c'est pas forcément symptôme, hein, et puis c'est pas non plus pathologie. Ça, c'est déjà une première chose. Mais en plus, ça veut tout et rien dire. C'est comme de dire, je prends l'exemple du chien, mon chien est dominant. Ah bon, alors s'il est dominant, son comportement est expliqué, donc on ne peut rien faire. Ah non, je suis désolée, moi ça me va pas. Donc ce n'est pas en fait en mettant des comportements dans des explications, ce que j'appelle sacs poubelles, parce que pour moi ce sont des sacs poubelles dans lesquels on jette tout, on ferme et hop, on s'en débarrasse. Je ne suis pas d'accord. Moi, je préfère avoir l'idée vraiment qu'on puisse expliquer le comportement. Si on peut expliquer le comportement, encore une fois, on peut trouver des solutions. Et il n'y a pas de syndrome du tigre. C'est franco-français. Ça fait 5 années que j'étudie là-dessus et que j'en ai fait même des formations professionnelles. Je forme tous les pros que je peux pour leur expliquer pourquoi ça n'existe pas. Et il faut savoir que dans les autres pays du monde, ils se fichent de nous. Ils se fichent de nous quand ils voient qu'on écrit syndrome du tigre. Ils se disent mais c'est quoi ça? Donc arrêtez s'il vous plaît avec ce syndrome du tigre. Ça me rend folle. Et puis la deuxième chose qui me rend folle, c'est pas une idée reçue ou un mythe, disons, c'est plus cette invention qui pour moi est complètement stupide, qu'il s'agit d'apprendre à nos chats à faire pipi et caca dans les toilettes humaines. Ça, vraiment, écoute, je m'adresse aux créateurs de ces choses-là. Si vous m'écoutez, chers créateurs, changez de voix. Changez de domaine, changez de métier, faites un truc utile, mais je vous en supplie, arrêtez de créer cette aberration éthologique, je vous en supplie, ça n'apporte que des problèmes à long terme pour les chats. Donc si vous pouviez au moins nous enlever ça, ah là là, ça nous enlèverait une belle épine du pied. Alors je suis d'accord avec toi, écoute, on va croiser les doigts, on va allumer un cierge, on va faire une prière, je ne sais pas quoi, pour que ces kits ça s'arrête quoi, clairement. Alors pour finir, Sandy, j'aimerais savoir comment tu vois un peu l'évolution du métier de comportementaliste félin dans les années à venir en France. Ah, c'est une excellente question, Cyril. Je ne sais pas encore lire l'avenir, donc j'ai moi-même hâte de voir l'évolution de ce métier, mais je vais te donner peut-être mes envies. Plus que comment je le vois, mais comment j'espère que ça va se passer. J'espère que comportementaliste félin va être reconnu. Parce que, au même titre qu'un éducateur canin, on fait un job vraiment, vraiment, vraiment complet et utile. On aide énormément de gens, professionnels comme particuliers. C'est un métier très complet, on s'intéresse à l'humain, on prend le temps, on a des connaissances en éthologie, on a des connaissances en psychologie, on a des connaissances en application, des conditionnements. Enfin, c'est pas un métier sorti du chapeau, peut-être ça le fut,
Peut-être ça le fut, comme tous ces nouveaux métiers. Mais aujourd'hui, on a suffisamment de formations de qualité qui ont essayé de faire en sorte que les formations aient du sens pour dire que ce métier, c'est vraiment sorti du chapeau. Donc, j'espère vraiment, très sincèrement, que dans les années à venir, nous serons reconnus, que ce soit par le ministère ou que ce soit d'un autre moyen, et que les gens arrêteront de penser qu'on est des charlatans complètement farfelus. Alors c'est sûr que pour ça, je m'adresse à tous les professionnels ici, il faut qu'on ait quelque chose de crédible entre les mains. C'est-à-dire que vos formations doivent être scientifiques, vos formations doivent être précises, doivent être avec des gens de qualité. On ne peut pas s'improviser comportementaliste félin en lisant juste 3 livres et en ayant eu des chats toute sa vie. Donc essayons d'avoir recours à des choses qui ont du sens. Par exemple, je pense à Catus, qui est une association qui essaye justement de regrouper les professionnels formés de la bonne façon. Je les remercie d'exister. Et c'est peut-être comme ça, grâce à ces petits step by step comme ça, ces petits pas à pas de associations, de formation de qualité, qu'on arrivera à enfin être un métier reconnu qui existe pour de vrai et à avoir la confiance des gens. Parce que ça, c'est le plus important, c'est que les gens nous fassent confiance, qu'on peut les aider et qu'ils arrêtent d'abandonner ou d'euthanasier leur chat pour une problématique qui peut se régler, tout simplement. Oui, effectivement, on a hâte un peu de voir comment tout ça va se transformer en France. En tout cas, merci beaucoup Sandy de m'avoir accordé cette interview dans un épisode spécial du Mystère Miaou. C'était un plaisir de te recevoir. Merci à toi Cyril. Je rappelle à nos auditeurs que tu es directrice de la filiale France d'Éduchateur et intervenante en comportement félin. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que cela vous a permis d'en savoir plus sur le monde des professionnels du pet-sitting. Restez connectés pour de nouveaux épisodes passionnants, prenez soin de vous et de vos amis à 4 pattes. À bientôt. Vous souhaitez adopter un chat, ou bien vous vivez déjà avec lui depuis quelque temps? Cyril vous donne quelques conseils utiles pour rendre votre habitat idéal pour votre chat dans son nouveau livre intitulé « L'habitat idéal pour mon chat ». Vous le trouverez dès maintenant à l'achat sur Amazon.